Salut à tous, c'est Mandibulata. Alors aujourd'hui, on va parler d'une grande histoire, une histoire qui date d'il y a 530 millions d'années, et je parle bien de l'histoire des vertébrés. Bon bref, n'attendons pas plus longtemps, c'est parti pour une longue histoire, l'histoire des vertébrés. Cette première partie se concentrera sur l'évolution des poissons. Tout d'abord, on a besoin de savoir ce qu'est un vertébré. Un vertébré est un animal qui a une colonne vertébrale et ils ont généralement un squelette osseux ou cartilagineux. À l'occasion de cette vidéo, j'ai créé un arbre généalogique des vertébrés qui comporte à peu près tous les groupes de poissons et qui va du Cambrien jusqu'à aujourd'hui. Notre histoire commence il y a 350 millions d'années dans les mers du Cambrien avec le tout premier vertébré, Aiguitis. C'était un petit animal qui vivait dans les mers du Cambrien. Il mesurait 2,5 cm, il avait un régime plutôt détritivore ou charbonniard, et c'est lui qui sera le point de départ de toute l'histoire des vertébrés. Ce n'était pas un poisson comme on les connaît, il n'avait pas de mâchoire ni de nageoire, et il se nourrissait en aspirant les débris du fond. Cet animal évoluera pour donner les poissons amniates, des poissons sans mâchoire. Ils ont comme seul moyen de déplacement leur queue, et ils donneront naissance aux ostracodermes, à l'ordovicien. Les ostracodermes sont des poissons sans mâchoire qui vivaient dans les mers de l'Ordovicien et du Dévonien, qui se caractérisaient par leur corps recouvert de plaques osseuses. Ils se différencient des autres poissons avec carapace par leur nouvelle utilisation des branchies. Car maintenant on ne les utilise que pour respirer, alors qu'avant les branchies servaient aussi à se nourrir, parce que les poissons n'avaient pas encore développé de mâchoire. Il faudra attendre la fin du Silurien pour voir des poissons à mâchoire, et les ostracodermes s'éteindront au Dévonien. Ils donneront les poissons sans mâchoire d'aujourd'hui, donc les lamproies, etc. Au Silurien, les océans vont apparaître leurs premiers poissons à mâchoire, les acanthodiens. Ce sont des petits poissons, et leur mâchoire dérive des arcs branchiaux. En gros, c'est des os qui tiennent les branchies. Les acanthodiens sont les ancêtres des gnadostomes, le groupe de tous les vertébrés à mâchoire. Ils ont donné naissance à 3 groupes, les placodermes, dont je parlerai plus tard, les chondrichthiens, les requins et les raies, etc. Les zoestéichthiens, les poissons osseux, plus les ancêtres des tétrapodes. Commençons avec le premier groupe que j'ai mentionné, les placodermes. Les placodermes sont un groupe de poissons qui vivaient dans les océans du Dévonien et du Silurien. Ils se caractérisaient par les plaques osseuses articulées présentes sur leur corps. Leur mâchoire n'a pas de dents, mais des excroissances osseuses tranchantes. Ils sont apparus au début du Silurien, donc il y a entre 443 et 419 millions d'années. Ils ont totalement disparu à la fin du Dévonien et font partie des premiers poissons à être vivipares. Certains placodermes ont atteint des tailles immenses, comme le grand Nucleosteus, le placoderme qui vivait pendant la fin du Dévonien il y a entre 382 millions d'années et 358 millions d'années. La plus grande espèce de Nucleosteus pouvait atteindre près de 8,79 mètres de long, pour un poids de 4 tonnes. Il vivait dans ce qui est actuellement l'Amérique du Nord et l'Europe. Il vivait probablement près des côtes, c'était un grand prédateur, et sa morsure était aussi puissante que celle des crocodiles ou du T-Rex. Continuons avec le deuxième groupe de gnatostomes, les chondrichthiens. Les chondrichthiens, donc les requins, les raies et tous les groupes liés, sont apparus au Silurien, donc il y a environ 420 millions d'années. Pendant les Siluriens et le Dévonien, les chondrichthiens étaient à l'ombre des placodermes, mais à la fin du Dévonien, les chondrichthiens subissent une radiation évolutive et ils se mettent à occuper tous les environnements. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les chondrichthiens, il y avait plusieurs espèces phares, donc l'Anocélache, un petit chondrichtien qui allait de 60 cm à 1,80 m. Il y avait aussi le Stetacanthus, un genre de chondrichtien un peu plus grand qui mesurait entre 70 cm de long et 2 mètres de long. Il y avait aussi comme particularité un aileron en forme d'enclume. Mais en vrai c'est dommage qu'il a disparu parce que j'aurais trop aimé voir un requin en marteau taper sur cette enclume. Certains vivaient même en eau douce comme les xénacanthes. Au Mésozoïque, les xénacanthes s'éteignent et de nouveaux groupes apparaissent comme les ibodontes et les néocéaciens, le groupe des chondrichthiens actuels. Les ibodontes sont un groupe de poissons qui ont vécu au début du Mésozoïque jusqu'à la fin de cette ère, et les plus grands représentants pouvaient atteindre plus de 2 mètres de long. Au Cénozoïque, les néocéaciens se diversifient et commencent à ressembler un peu à ceux d'aujourd'hui. Les raies électriques apparaissent, il y a 62 millions d'années, les poissons-ci apparaissent. Le plus grand chondrichtien n'ayant jamais existé était le mégalodon, il est apparu il y a 28 millions d'années, il a disparu il y a 15 millions d'années, et son place au requin actuel. Je ne vois pas s'éterniser là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les requins. Parlons du dernier groupe que j'ai mentionné, les ostéichthiens, appelés communément poissons osseux. Ces poissons constituent la plus grande classe de vertébrés, ils comprennent actuellement 45 ordres avec plus de 28 000 espèces. Ce groupe est divisé en deux autres groupes, les poissons à nageoires rayonnées, les actinoptérygiens, et les poissons à nageoires charnues, les sarcoptérygiens, qui vont donner les tétrapodes, les vertébrés terrestres à 4 pattes, genre les mammifères,
les reptiles, les oiseaux, etc. Les premiers ostéichiens sont apparus à la fin du Silurien ou au début du Dévonien, donc il y a environ 395 millions d'années. Peu après l'apparition du groupe, il s'est rapidement scindé en deux sous-classes, les actinoptérygiens ou poissons à nageoires rayonnées, le groupe de poissons dominant aujourd'hui, avec près de 29 000 espèces, soit la majorité des vertébrés. Ce groupe comporte aujourd'hui une grande partie des poissons, les thons, les sardines, les saumons et les poissons rouges, etc. On les trouve dans tous les types d'habitats aquatiques, des petites mares aux océans. Leur principale caractéristique est leur nageoire formée d'une peau soutenue par des rayons osseux. La deuxième sous-classe est celle des sarcoptérygiens ou des poissons à nageoires charnues. Les premiers sarcoptérygiens sont apparus il y a environ 418 millions d'années dans le Dévonien. Puis au Dévonien inférieur, il y a entre 416 millions d'années et 397 millions d'années, les sarcoptérygiens se divisent en deux groupes, les coelacanths et les rifestiliens. Les coelacanths n'ont jamais quitté les océans, tandis que les rifestiliens se sont installés à l'embouchure des rivières. Puis ils se sont installés à l'intérieur des airs, puis ils se sont à nouveau séparés en deux groupes, les dipneustes et les tétrapodomorphes, les ancêtres des reptiles, des oiseaux, des mammifères, etc. Les dipneustes, c'est un groupe de poissons très étrange. En effet, ils possèdent des poumons et des nageoires qui peuvent s'apparenter à des pattes. Ils sont apparus au Dévonien moyen il y a entre 397 et 385 millions d'années, et ils ont atteint leur apogée au Trias à l'ère des dinosaures. Les raisons de l'évolution des poumons et des pattes chez les rifestiliens peuvent être expliquées de différentes façons. L'assèchement des points d'eau qui les aurait poussés à s'adapter pour survivre plus longtemps hors de l'eau, pour pouvoir chercher de nouveaux points d'eau. Il y a aussi l'adaptation aux environnements de mangroves où naviguer dans l'eau est difficile à cause des racines de la végétation, où l'évolution de membres peut permettre de mieux escalader les racines qui bloquent le passage, etc. Car la plupart des fossiles de tétrapodes primitifs se trouvent dans des environnements du type marécageux. Et enfin, il y a l'hypothèse que les tétrapodomorphes primitifs trouvant plus d'avantages à vivre hors de l'eau, comme plus d'oxygène, moins de prédateurs, etc., aient été sélectionnés pour pouvoir survivre plus longtemps hors de l'eau. Mais le tétrapodomorphe, ça sera pour le prochain épisode, qui parlera des premiers tétrapodes. C'était Mandibulata, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, merci à tous pour votre vague d'abonnements, parce que ces derniers temps, là, j'ai presque atteint 90 abonnés, donc bientôt 100. En quelques mois, on a quasiment doublé, c'est incroyable. Donc j'espère que ça continuera, et à toutes, aux prochaines vidéos.